Emmanuel Aumonier, Médiasphère. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Médiasphère, l'émission qui s'intéresse à l'histoire, à l'évolution et à l'actualité des médias. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Curiel, directeur adjoint des programmes pour les chaînes M6, W9 et Sister. Bonsoir et bienvenue, Jonathan Curiel. Merci, bonsoir à vous. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement ce soir. Alors les deux derniers encore plus particulièrement, il y a Vite, paru chez Plomb l'année dernière. Alors c'est une sorte de dénonciation de la société de l'accélération, d'une société de l'immédiat. Et puis il y a votre dernier ouvrage qui est paru le mois dernier, c'est La société hystérisée aux éditions de l'Aube, et là c'est plus la dégradation des rapports sociaux, la difficulté qu'il y a à dialoguer que vous analysez. Alors dans ces deux essais, il y a bien sûr la critique des médias, leur rôle dans l'avènement des sociétés que vous décrivez, et puis particulièrement la télévision, donc média que vous connaissez encore mieux. C'est assez rare de voir un directeur des programmes d'une grande chaîne qui critique l'impact que peut avoir la télévision. Est-ce que c'était difficile comme démarche à mettre en place ? Critique, pas vraiment. C'est-à-dire que je traite des médias, de la télévision, et, des réseaux sociaux, de la radio et tout ça, mais je ne me lance pas dans un brûlot anti-télévision ou médias. La question était d'analyser en quoi les médias, et certains médias et certains programmes au sein de ces médias, donc il faut un peu singulariser le type d'émission dont il est question, pouvait contribuer à l'accélération du temps et créer une certaine immédiateté qui est source de maux. Et à la fois sur le second livre qui vient de sortir, La société hystérisée, à quel point certains médias, certaines émissions également, pouvaient contribuer à l'hystérisation de la société, enfin terme qui est devenu un peu galvaudé et qu'on pourra analyser ensemble. Mais c'est pas une critique globale de la télé, loin de là, et je trouve au contraire que dans les médias, il y a beaucoup de contenu. On a l'exemple des podcasts aujourd'hui, on a l'exemple, je travaille sur un certain nombre de programmes d'enquête au long cours que les gens plébiscitent, donc qui font de la place au temps long, en termes d'hystérisation, je trouve qu'il y a beaucoup de programmes, de débats, d'émissions qui vont dans le sens aussi d'un apaisement et d'un temps beaucoup plus apaisé que le buzz, le clash dont on parle à longueur de journée. Vous-même, vous avez commencé pourtant votre carrière tout à fait ailleurs, à l'ONU, avant de vous installer dans une carrière médiatique. Qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'est-ce qui vous donne envie toujours de travailler dans les médias ? J'ai toujours, depuis tout petit, aimé les médias. J'ai toujours consommé à la fois beaucoup de presse, beaucoup de radio, beaucoup de télévision. Et c'est des métiers très, à la fois dans le rythme, qui ont une dimension assez forte en termes d'adrénaline. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez les audiences des programmes de la veille. Donc ça apporte quelque chose de très dynamique et de très enthousiasmant à votre travail au jour le jour. Si ça marche pas, vous pouvez mettre un coup de volant très rapidement. C'est pas l'industrie pharmaceutique ou le bâtiment, où dans ces cas-là, vous avez des années et des années pour changer de stratégie. La télévision, il y a quelque chose de très dynamique et qui vous permet d'être en permanence sur la balle. Il y a un deuxième élément qui est aussi très intéressant dans la télévision et les médias, c'est que vous êtes en prise, et j'essaye justement d'injecter ça dans mes bouquins, vous êtes en prise avec la réalité, vous êtes en prise avec l'air du temps, vous êtes en prise avec ce dont ont envie les gens, vous devez anticiper les grandes tendances de société. Ça, je le vois dans les magazines, par exemple sur M6 ou sur W9. Vous voyez un peu ce qui marche pas. Dimanche soir, on a eu un Capital qui a très très bien marché. La thématique, c'était le pouvoir d'achat. Donc ça vous permet d'être en prise avec le réel, de savoir un peu quelles sont les tendances lourdes de la société et de donner du sens à ce que vous faites. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant dans l'exercice médiatique. Et vous décrivez dans votre dernier ouvrage une société hystérisée, un réel donc qui est de plus en plus hystérisé, ou au moins une façon d'appréhender la réalité. Est-ce que c'est encore plus vrai à la télévision ? Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez un nombre de canaux de diffusion qui est beaucoup plus important qu'à l'époque. Donc, vous avez plus de médias, vous avez plus d'émissions, vous avez plus de chaînes, vous avez plus de supports médiatiques.
Et donc du coup, il y a ce qu'on peut appeler un grand marché de l'attention qui est très disputé, c'est-à-dire que tous les jours, il faut attirer l'attention sur son média, son canal, son émission. Et du coup, ça donne une espèce de course un peu à la fois au spectacle, au buzz, au clash, où on retiendra la petite phrase. Et donc, il y a une espèce de logique par moment un peu négative de devoir attirer l'attention sur soi de la mauvaise manière, plutôt que par le buzz et le clash, plutôt que par la qualité ou le temps long. Il y a justement un domaine dans lequel le buzz et le clash se sont un peu généralisés, c'est le débat. Le débat qui, on a l'impression, est à la fois partout et nulle part à la télévision, partout parce que dès qu'on allume une chaîne d'information, il y a du débat, et nulle part parce que finalement, ailleurs que les chaînes d'infos, il y en a très peu. Comment vous expliquez que ce débat se soit hystérisé, il soit beaucoup plus dans la confrontation que dans le dialogue? On s'est accoutumé à un art du débat très binaire, avec du pour, du contre, du oui et du non. Et du coup, on se place tous dans une logique d'affrontement permanent. C'est-à-dire que notre vision du débat aujourd'hui, c'est le clash, c'est qui va vous convaincre, qui va vous permettre de vous faire une opinion toute faite le plus rapidement possible. Bourdieu, dans un petit essai à l'époque qui s'appelait Sur la télévision, qui est sorti au début fin des années 90 ou début 2000, parlait de fast thinker. C'est penseurs rapides en français. Donc, c'est tous les experts qu'on a vus proliférer d'une chaîne à l'autre, d'un débat à l'autre, et qui, pour la plupart, sont très bons et sont compétents, mais vous permettent de vous faire une opinion en un laps de temps Sans extrêmement approfondir court, vraiment, quoi. sans vraiment approfondir. Et puis, on a quand même la sensation qu'avec cette profusion de débats qui envahit les plateaux télé, chaînes d'infos et hors chaînes d'infos, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des débats maintenant dans les talk-shows, il y en a partout, des débats. Enfin, le concept de débat est partout, et on a de plus en plus, de nos jours, assimiler le débat à un pugilat, à un ring de boxe. Et la nuance, le doute, le fait de dire je ne sais pas, où il faut se construire une opinion, où la réponse n'est pas totalement tranchée, n'est plus trop en vogue, n'est plus trop d'actualité. Alors, l'hystérisation des débats, est-ce qu'on peut le voir aussi comme justement une volonté encore de dialoguer, de s'opposer, et finalement, est-ce que ça serait pas un peu, d'une certaine manière, à la fois bon signe et mauvais signe? Parce que après cette hystérisation, est-ce qu'il y aura toujours du débat? On peut prendre par exemple l'exemple des réseaux sociaux. On avait vu que sur Facebook, c'était un réseau social sur lequel on débattait beaucoup, même si ça pouvait être très violent, qui est en train de se faire dépasser par Instagram, par Snapchat, par TikTok, où on ne débat plus du tout, c'est plus du tout le sujet, on se met en scène soi. La question que je vais vous poser, c'est un peu, est-ce que c'est le crépuscule du débat, cette hystérisation? Après, on aurait pu débattre du tout. Bah, c'est intéressant. Alors, les réseaux sociaux, il y a du pour, du contre. C'est un peu la tarte à la crème de dire c'est de la photo réseau et tout ça. Les réseaux, effectivement, ils permettent de s'émanciper, de prendre la parole, alors que pour un citoyen lambda, ce qui n'était pas forcément le cas il y a des années. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être qualifié pour passer dans les médias, la télévision, la radio, expert en quelque chose. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde peut s'exprimer. Après, il y a des dérives. Il y a des dérives des réseaux sociaux qui sont liés à beaucoup d'éléments. Il y a l'anonymat, déjà, qui fait que vous êtes caché derrière votre écran et du coup, vous vous sentez un peu moins coupable, et donc vous pouvez vous lâcher un peu plus et dire un peu n'importe quoi quand vous en avez envie, puisque vous savez que vous n'allez pas être sanctionné. Ce qui Et n'est qu'on pas ne notre vous cas voit pas. ici. Ce qui n'est pas notre cas ici, on est visible, on est même filmé. Donc alors là, on ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a ce côté chasse en meute sur les réseaux, quand on s'acharne sur quelqu'un ou qu'il y a pas vraiment dans la vraie vie, qui est quand même assez significatif. Et puis il y a tout le système qui est connu, mais qui vaut le coup d'être dit, d'algorithmes et de bulles cognitives, qui fait que sur les réseaux, vous ne recevez que des informations qui vous confortent dans votre point de vue. Donc ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que vous recevez des infos qui vont alimenter ce qu'on pense déjà, quoi. Exactement. Et à l'inverse, vous allez recevoir des informations qui vont d'autant plus vous rebuter par rapport à ce que vous pensez, parce qu'elles seront le symétrique total de ce que vous pensez, et qui donc vont vraiment vous rebuter. Donc d'une certaine manière, les réseaux fragmentent aussi en même temps qu'ils permettent de prendre la parole de manière publique et de s'émanciper, de s'affranchir par rapport à l'époque, fragmente la société, la fracture, laissant chacun dans son silo, dans son couloir de nage, et ne se parlant pas. Et donc, dans ce cas, favorise et banalise l'affrontement.
Est-ce que vous avez la sensation que les médias s'organisent de plus en plus en fonction justement des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus partisans, et c'est ça qui va parfois faire leur succès. On voit par exemple le succès de la chaîne CNews actuellement, et peut-être d'Europe 1 d'ailleurs à venir, parce qu'il y a une ligne éditoriale claire et que justement peut-être les gens vont chercher quelque chose qu'ils connaissent déjà. Oui, bah, ça existe aux États-Unis depuis 30 ans, ça existe dans beaucoup de pays d'Europe. Alors oui, il y a des médias dont la ligne éditoriale, des médias d'opinion dont la ligne éditoriale est assez claire, mais pour moi, c'est plus une logique d'offre et de demande. Il y a également... C'est pas une tendance pour vous, le média d'opinion particulièrement? Je pense que ça existe partout dans le monde, que ça épouse l'air du temps et qu'on est on est dans un de ces moments-là, mais je suis pas sûr que les médias vont à terme tous virer dans le média d'opinion. Je pense que là on a une spécificité un peu CNews en ce moment, mais je suis pas certain que ce soit tous les médias vont essayer de choisir leur segment et leur niche pour devenir un média d'opinion correspondant à une cible donnée. À l'opposé du média d'opinion, vous parliez tout à l'heure de la nuance, et vous citez Roland Barthes justement à ce propos dans votre dernier ouvrage. Et Roland Barthes, il dit que la civilisation des médias se définit par le rejet agressif de la nuance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment déplorer? Est-ce que c'est pas un peu consubstantiel aux médias, ce rejet de la nuance? Est-ce qu'il est possible de faire autrement? Alors, bah, oui, Barthes était très sévère sur les médias, comme Bourdieu après, et puis se refusait à en être, se tenait à distance de tout ça et considérait que les médias, c'était ce qu'on disait là aussi, c'était blanc ou noir, et qu'il n'y avait pas de juste milieu, pas de modération possible, et donc du coup avait décidé de prendre congé de toute apparition médiatique. Personnellement, je ne désespère pas et je trouve que il y a beaucoup de tendances assez positives pour la nuance. Le succès des podcasts, par exemple, qui sont des moments où on enregistre quelque chose qu'on écoute sur le temps long, recentré sur soi. Enfin voilà, il y a pas d'excitation particulière, il y a beaucoup de demandes pour des programmes un peu plus longs, pour de la grande investigation, pour des grandes enquêtes au long cours. Les gens aujourd'hui, il y a tellement de médias, il y a tellement de contenus qui veulent de la valeur ajoutée forte. Et cette valeur ajoutée forte, elle est pas. Alors, il y a la qualité de ce que vous voyez à l'antenne ou de ce que vous écoutez, de la qualité des intervenants, mais il y a aussi le temps que vous prenez à construire un contenu, un programme de bonne qualité, où vous avez une évolution dans le temps, ou alors vous avez beaucoup d'interlocuteurs qui s'expriment. En tout cas, on tend vers une qualité supérieure pour se démarquer. On le voit avec les plateformes qui arrivent. Aujourd'hui, les produits sur les plateformes sont de bonne qualité. Et donc, à terme, je pense que cette nuance, on va quand même la retrouver. Et on l'a dans certaines émissions de débat sur différents médias, et je pense qu'elle va être amenée à persévérer là-dedans. Alors le problème de nos sociétés, écrivez-vous, c'est qu'elles sont orphelines de grands récits fédérateurs. Est-ce que ces grands récits, elles ont peut-être trouvé un refuge dans les séries? Alors, j'évoque l'absence de mise en récit pour serrer d'une certaine manière les grandes raisons profondes de l'hystérisation de nos sociétés. Il y a la montée de la colère, le fait que les gens n'en peuvent plus et qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Il y a les fractures sociales, il y a la fracturation de l'espace public, il y a l'émotion qui prend le dessus sur toutes nos réactions sociales. Et effectivement, il y a l'absence de mise en récit collectif. On a l'impression aujourd'hui, dans ce monde de réseaux sociaux, d'être dans le micro-récit, dans le clash, dans le buzz, mais pas nécessairement dans la mise en perspective et le sens sur les années qui sont écoulées, les années qui viennent. Les séries, d'un point de vue médiatique, donnent peut-être par moment, effectivement, redonnent goût à ce fait de raconter une histoire, d'être pris dans un grand récit. Baron Noir, qui peut être un grand récit de la politique oui, alors qui récente, est quand même, mais qui est quand même beaucoup sur l'intrigue de politique politicienne, qui est un peu sulfureux, un peu croustillant, qui est pas vraiment dans ce que moi, dans le bouquin, je considère de mise en récit. C'est de la politique un peu politicienne, quoi, Baron Noir. Oui, non, ça c'est sûr. Mais dans le sens grand récit, vous trouvez pas, du coup, dans les séries, un écho
à ces grands récits? Vous pensez pas que ça pourrait être un média pour créer peut-être pas jusqu'à un grand récit national, mais dans cet esprit-là? Je sais pas si là, alors moi j'adore les séries, j'en consomme beaucoup et je trouve que je trouve que la qualité ne cesse d'augmenter et qu'elles sont, enfin globalement, que ce soit plateforme ou télé payante, enfin je trouve que c'est vraiment de bonne qualité et j'en suis très friand. Après, en termes de mise en récit de la société, j'ai quand même l'impression que la série, on est quand même dans du zapping, on passe d'une série à l'autre, il y a tout un côté D'accord. addictif, on est quand même dans une logique pas dire de soumission à la série, mais on est quand même sur un objet qu'on attend avec Assez addictif, impatience, ouais. qui est assez addictif. On parle de binge-watching, donc on voit 5 épisodes à la suite. Je sais pas si ça participe de ce D'accord. que j'entends par mise en récit de la société. C'est plus un cap pour les 20 ans à venir. Je sais pas, moi, dans les années, des années 80 à 2008, à la crise financière. Le grand récit, c'était, alors on aime ou on n'aime pas, c'était le grand récit néolibéral de Thatcher, des Reagan, de Tony Blair, de la dérégulation, les startups, les nouvelles technologies de l'information, les GAFA. Voilà, ça a été une parenthèse de néolibéralisme, on peut dire d'une certaine manière, dans lequel on s'inscrivait ou pas, mais en tout cas, c'était le grand récit de ces années-là, qui mobilisait un peu les sociétés ouvertes, contemporaines. Depuis, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de grands récits mobilisateurs pour nos sociétés, d'où l'hystérisation qui fait que on ne se raccroche plus à rien et que du coup, chacun se sent un peu livré à lui-même sans se raccrocher à un sens ni à un cap. Est-ce que cette absence de grand récit, elle explique aussi une réflexion que vous faites dans votre ouvrage en disant, c'est assez drôle, avant les séries mettaient en scène des personnages très sympathiques, Oui, c'est vrai. très positifs, très moraux. Alors vous prenez cet exemple par exemple de la série Friends en disant voilà Ouais. on aurait tous rêvé de partager un peu de popcorn avec eux en regardant la télé un soir. En revanche, les grandes séries aujourd'hui, ce sont des personnages très complexes, Mhm. souvent immoraux ou amoraux. Mhm. On pense à Walter White dans, Ouais, dans Breaking Breaking Bad. Bad, par exemple. Il y en a d'autres dans Game of Thrones notamment. Euh, vous l'expliquez justement par cette absence de grand récit. Du coup, c'est un peu, on centre tout sur un individu qui doit être complexe. Ouais, je pense que la série, à la différence du cinéma, du fait justement du temps long dont on parlait au départ dans notre agréable conversation, peut se permettre de tirer les fils plus longtemps et aller plus loin. Et autant dans le cinéma, on a toujours été habitué aux héros auxquels on est censé s'attacher pour faire corps avec son héros et ensuite être déçu, enfin avec une mécanique un peu huilée. La série peut se permettre plus de complexité et effectivement, quand on prend les séries les plus récentes, Breaking Bad date un peu, mais effectivement Walter White, prof retraité, enfin prof de chimie qui se met à fabriquer de la méthamphétamine, Ouais. Game of Thrones où il y a des rapports familiaux extrêmement complexes, enfin je veux dire il y a beaucoup de séries qui font de leurs héros soit des êtres un peu amoraux, soit souvent des êtres imparfaits. C'est-à-dire qu'il y a même dans des séries très grand public, sur TF1, vous avez Good Doctor, vous avez Doctor House, où en général, soit c'est un autiste Asperger, soit c'est un docteur un peu ironique, un peu cynique. On n'est plus dans le héros à la Friends, effectivement, où tout le monde rigolait sur un canapé de manière amicale. Il y avait plus de complexité dans les personnages. Alors, en conclusion de votre dernier ouvrage, La Société hystérisée, vous faites 10 propositions, dont certaines concernent les médias, et vous préconisez notamment beaucoup plus de pluralisme et de liberté de parole. Est-ce que vous avez le sentiment d'entendre toujours un peu la même chose dans les médias? Bah, en tout cas, sur la liberté de parole, je trouve, mais alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai la sensation pas d'une liberté de parole réduite, parce que c'est pas le cas, mais je trouve qu'on plaisante moins, qu'on rigole moins, que dès que il y a une blague qui dépasse un peu les limites, alors tout de suite, on en a pour 2 jours de polémique. Je dis pas que je regrette avec les années 80 ou des proches des Coluches et tout, mais presque en fait. Et cet humour, ça peut être les Guignols de l'info, ça pouvait être des proches, ça pouvait être Coluche.
dédramatiser un peu notre vie sociale, dédramatiser les rapports sociaux, permettait la mise en perspective, permettait de faire descendre la température dans la société, de prendre les choses un peu à la rigolade, mais dans le bon sens du terme, sans décrédibiliser la chose publique ni les choses sérieuses, qui doivent rester sérieuses, mais apporter un recul et une distance salutaire. J'ai un peu l'impression aujourd'hui qu'on manque un peu de cet humour. Alors, il y a des stand-uppers, il y a de l'humour dans la société, mais je trouve que cette prise de recul sur l'actualité, sur notre vie sociale, sur les uns les autres, sur la critique des personnalités politiques, des personnalités publiques, a un peu baissé. Et c'est vrai que cette liberté de parole, je la trouvais assez saine pour des sociétés démocratiques. Alors, c'est amusant parce que justement, dans l'ouvrage, là, je pense que c'est l'ouvrage juste avant, Vite, Ouais. vous parlez des comiques en disant, mais finalement, ils sont partout, ils sont devenus partout, le rire est partout, ils cherchent à rendre tout dérisoire. Avant, l'humour était plus cloisonné, c'est-à-dire il y avait un temps pour la dérision, et puis un temps où les humoristes n'avaient, entre guillemets, pas droit de citer. C'est Ouais, ça que vous absolument. préférez? Alors, c'est une thématique qui est souvent labourée, le rire, etc. Mais il y a toute une vision de Finkielkraut, par exemple, sur le rire dans les médias, qui considère que c'est du ricanement et qui est assez critique. Je me positionne pas exactement là-dessus. Moi, c'est plus une analyse, moi, d'un point de vue médiatique pur. C'est-à-dire que auparavant, il y a une trentaine d'années, l'humour, il y avait des émissions d'humour. Il y avait l'émission de Jacques Martin, il y avait le Bébête Show, il y avait les Guignols de l'info. Et puis, au fur et à mesure des années, et que le paysage médiatique s'est transformé, a muté, l'humour est devenu, s'est intégré dans toutes les émissions, en fait, est devenu par petites pastilles. D'un point de vue mécanique, on met toujours la petite pastille d'humour, on a toujours le chroniqueur qui vient faire une petite pastille humoristique ou une petite virgule humoristique pour remettre de l'humeur, comme si on ne pouvait pas rester pendant C'est vrai une que heure sérieux, quoi. Vous parlez par exemple, et c'est vrai que c'est assez ahurissant de se souvenir qu'en 2017, les candidats à la présidentielle, juste après leur intervention Oui. sérieuse avec David Pujadas, il y avait un humoriste qui venait se moquer un peu de ce qu'il venait de dire, Oui, ou de ce qu'ils étaient, quoi. c'était assez symptomatique de l'époque, c'est-à-dire que C'était et je Charlie trouve, Bonhonacker, ouais, d'ailleurs. et je trouve que ça n'avait pas été suffisamment analysé à l'époque. C'est pas du tout de remettre en cause la qualité de cette Bien chronique, sûr. ni Charline, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de décalage entre 2 heures Comme si c'était trop de sérieux et qu'il fallait qu'il fallait à un soupape, moment décrédibiliser. Et ouais. du coup, il y avait c'était assez notable, certains candidats ou certains politiques étaient un peu déstabilisés de passer de 2 heures de concentration extrême à un moment un peu de mise à distance de leurs prestations, comme s'il y avait une mise en abîme de tout ce qu'ils avaient dit. Et le problème aujourd'hui aussi, il y a un peu moins de talk show qu'il y a 4-5 ans d'ailleurs dans le paysage audiovisuel avec des humoristes. À l'époque, il y avait Ardisson, il y avait d'autres émissions de ce type-là, où il y avait la petite chronique, et où Il y avait Ruquier aussi. il y avait Ruquier et avec un humoriste, et où pour les invités c'est souvent assez délicat, c'est-à-dire qu'il faut faire bonne figure, on a les caméras braquées sur son visage, et il faut être extrêmement vigilant à ne pas laisser transparaître ni inquiétude, ni stress, ni angoisse, et sourire un peu bêtement pour passer ce mauvais moment, quoi. Donc c'est toujours un peu délicat. Mais effectivement, la période récente est plus à la pastille humoristique qu'on met un peu partout, comme si on est incapable de rester plus de 30 minutes sur une discussion sérieuse, alors qu'à l'époque, c'est vrai que c'était des moments qui étaient plus encadrés, plus segmentés, et où on était là pour rigoler, et puis on passait à autre chose. Alors, il y a une autre chose qui revient assez souvent dans les émissions, notamment les émissions politiques, c'est le fact-checking. Et vous dites que c'est assez paradoxal parce que pourtant, les faits intéressent de moins en moins les citoyens, et pourtant on les met de plus en plus en scène. Enfin, on les vérifie. Ceci explique cela, c'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de ce terme qui avait été inventé en 2016 de post-vérité ou de faits alternatifs, où on se rend compte que, contrairement à l'époque, on peut faire croire que tout était mieux avant, mais où le mensonge, ou en tout cas la contre-vérité ou la vérité alternative, n'est pas nécessairement sanctionnée. On dit un mauvais chiffre, ou on donne une information qui n'est pas totalement exacte, ou on dépasse une dette publique ou un déficit de 10 milliards d'euros, ou de quelques pourcents pour un déficit. Bon, et puis ça passe. Et on n'en tient pas rigueur. Pendant toute la campagne pour le Brexit, il y avait le leader des Brexiters, Nigel Farage, en Grande-Bretagne,
qui a sorti des chiffres assez farfelus, souvent folkloriques, et puis derrière, on lui en veut pas. Ça passe. Et c'est un peu un symptôme ou un symptôme de l'époque de passer l'éponge sur des vérités erronées ou des faits alternatifs qui ne sont pas sanctionnés, même dans les urnes, ni d'un point de vue médiatique. Donc dans ce cadre-là, le fact-checking a sa place. Mais je trouve qu'il a du mal. Il n'a pas d'impact. Non, il n'a pas d'impact. Je trouve qu'il a du mal à imprimer. Il a été ressorti à l'occasion du débat Mélenchon-Zemmour sur BFM. Et je trouve que là aussi, à la fois c'est nécessaire et en même temps, il y a un côté un peu. Une sorte de pesanteur aussi. Hein. Une sorte de pesanteur du fact-checking, c'est peut-être pas forcément le bon moment, soit c'est aux débatteurs de le dire en direct, soit c'est aux journalistes de contredire, mais ces espèces de petites cellules dans un coin qu'on met dans une petite lucarne pendant l'émission donnent une sensation un peu étrange et n'est pas très efficace. On se rend compte qu'on pourrait aussi fact-checker le fact-checker, parce que chaque chiffre qu'on ressort peut toujours être finalement orienté. Et dans le cas présent dont on parle, à savoir du débat Mélenchon-Zemmour, les fact-checkers ont derrière été fact-checkés et ça donne lieu à d'autres fact-checking. Voilà, donc c'est un peu une histoire sans fin. Et c'est vrai que je trouve ce fact-checking compliqué à imprimer. Et il y a sûrement, parce qu'il est important, faut évidemment pas le dénigrer, il y a sûrement un effort à faire en termes de forme et de trouver le bon format, le bon écrin pour faire vivre le fact-checking, parce qu'il est important. Il y a un autre format auquel vous vous êtes intéressé et qui explique beaucoup, selon vous, la télévision actuelle, c'est la télé-réalité. Cette télé-réalité qui a été notamment, qui est le titre du roman d'Aurélien Bélanger, qui est paru à la rentrée et qui est assez intéressant aussi, qui dit finalement un peu la même chose que vous d'une autre manière, à savoir, on est rentré d'une part dans l'instant, l'immédiateté avec ça, et surtout dans l'absence d'extraordinaire. On va maintenant s'intéresser à des gens parce qu'ils sont exactement comme nous. Absolument, mais ça a été un... Alors aujourd'hui, c'est assez étonnant d'ailleurs, hein, c'est avec le temps, c'est-à-dire que dans les années 2000, quand Love Story a été lancé sur M6, c'était un tombereau d'insultes, c'était tous les journaux étaient vent debout, c'était la une du Monde anti-Love Story, enfin c'était un vrai ouragan, c'était une tornade sur le paysage audiovisuel français. C'est scandaleux, etc. Aujourd'hui, plus personne ne dit grand-chose sur la télé-réalité, c'est totalement entré dans les mœurs. Il n'y a plus de sujet. Tous les programmes reprennent finalement la télé-réalité, même les émissions de cuisine, les émissions de nature. On reprend un peu des codes, mais même je vais vous dire, les talk shows, quand vous prenez par exemple l'émission de TPMP, de Cyril Hanouna, c'est pas une télé-réalité évidemment en termes formels, mais le fait de retrouver des chroniqueurs tous les jours, de suivre leur vie, de savoir ce qu'ils ont dit la veille, de revenir sur la polémique entre eux de la veille, de savoir ce qu'ils font dans leur temps libre, que c'est raconté. On suit des gens, des chroniqueurs, des personnages au long cours, comme si on les connaissait. Et la télé-réalité a fait ça. Elle a fait entrer des gens qu'on a regardé les yeux ébobis pendant des semaines dans un loft enfermé dans un espace clos, à faire des choses tout à fait banales, et ça a passionné la France entière. C'est entré dans les mœurs. On a totalement dévoyé le concept de notoriété, c'est-à-dire qu'avant, pour avoir de la notoriété ou être connu, il fallait avoir une particularité, une singularité, un talent. Aujourd'hui, avec la télé-réalité, c'est plus le cas. Vous êtes quelqu'un de lambda, vous êtes un anonyme et vous pouvez devenir célèbre. Donc ça a totalement changé notre rapport à la célébrité, à la notoriété. Et ça montre le semblable aussi. Oui, bien sûr. Et ça a épousé l'ère du temps, de l'individualisation, le fait que chaque individu était à même de devenir célèbre et connu, et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir une spécificité pour accéder à la notoriété. Alors, vous avez quand même aussi il y a aussi des motifs d'espérer, notamment la télévision, dans votre ouvrage. Vous dites que il y a certes cette vitesse, cette immédiateté, mais la télévision et les médias ont une fonction de permanence aussi, et qui peut être aussi très rassurante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Oui, les médias font partie de ce qu'on peut appeler les bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'ils sont là, ce sont des musiques qu'on connaît, qui nous rassurent, ce sont des moments qui rassemblent, ça crée du commun, du sens. On a annoncé depuis 20 ans la disparition des grands journaux télévisés du soir,
soir en disant il y a Internet, on a les infos sur les réseaux sociaux. Les journaux télévisés, aujourd'hui, quand vous cumulez les audiences de TF1, France 2, M6, France 3, on est à plus de 15 millions de téléspectateurs tous les soirs. Je compte pas les journaux du déjeuner. Donc on reste sur des moments de partage, d'information, de création de liens sociaux très importants. Le sport et la politique aussi. Le sport, beaucoup. C'est-à-dire que le sport en direct, vous ne l'avez qu'en télévision. Vous l'avez en direct. Vous partagez des sensations, des émotions communes avec l'ensemble des Français ou dans un autre pays, c'est la même chose. Donc ça reste quand même très fédérateur. Ça crée un lien social très fort. L'information, la politique, le sport, ce sont des grands moments de partage. Vous voyez un bon film, par exemple, pendant le confinement, les films patrimoniaux, les Louis de Funès ont cartonné. C'est-à-dire qu'ils rassemblaient la famille ensemble sur le canapé, ça nous rassurait. C'est une télé un peu régressive, un peu nostalgique, un peu doudou, mais ça fait partie d'une certaine permanence qui fait partie de nos vies et des fois qui nous permet un peu de nous détendre, de nous raccrocher à du connu, à du commun et à quelque chose qui a trait à du cocooning. Eh bien, on va voir quelles sont maintenant vous-même vos pratiques concernant les médias. Est-ce que vous êtes adepte d'une télé doudou, par exemple? On va le savoir tout de suite avec ce questionnaire média. Alors, quel est le média que vous aimeriez utiliser beaucoup moins? Je suis trop sur Instagram. Quel est le média, au contraire, qui vous tire le plus vers le haut, que vous aimeriez le plus utiliser plus souvent? Je podcaste pas assez d'émissions culturelles. J'aimerais en faire, ou en télé, ou en termes d'idées, j'aimerais avoir plus de temps pour les écouter. La chaîne de télévision que vous regardez le plus, à part M6 évidemment? C'est beaucoup M6, sinon c'est vrai que je regarde aussi un peu de plateforme. La station de radio que vous écoutez dans votre voiture, par exemple? RTL, j'ai pas le permis. Ah, vous n'avez pas le permis, mais il est pas trop tard. Alors, votre podcast favori, du coup, vous avez dit que vous aimeriez en écouter plus. Ouais, j'en ai beaucoup. J'aime bien des podcasts d'RTL. J'aime bien France Culture aussi. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? J'ai vu concomitamment, j'ai vu Bac Nord et Dune. J'ai adoré Dune. Vous avez adoré Dune? Oui, c'est un excellent film. Formidable. Je trouve que c'est vraiment la raison pour laquelle on va au cinéma, quoi. Du grand spectacle, des paysages magnifiques, des belles histoires. Enfin voilà, je trouve que ça justifie la salle obscure. Ouais. Autant il y a des films qui sont un peu plus intimistes, etc. C'est bien d'aller au cinéma, mais c'est vrai que quand on nous offre du grand spectacle comme ça, le voir dans une grande salle avec c'est magnifique, quoi. Et la dernière série que vous avez regardée chez vous, alors là par contre, du coup, vous avez terminé. La dernière série terminée. Dernière série terminée, j'ai regardé justement la série Scène de la vie conjugale d'Agaï Lévy, avec Jessica Chastain et Oscar, je sais plus son nom de famille. À ne pas confondre avec Scène de la vie conjugale sur M6. Ah oui, Scène de ménage. Scène de ménage. Oui, Scène de ménage. C'est pas exactement le même genre. Il y en a une qui est plus comique que l'autre. Alors, votre journal ou magazine de référence que vous lisez vraiment sur le format papier que vous avez, Le Monde. Le dernier livre que vous ayez lu? Le dernier livre que j'ai lu, j'ai lu Le Rouge et le Noir de Stendhal, que je n'avais jamais lu en fait. Voilà. Et là, je suis sur un livre de David Vann qui s'appelle Suquan Island, qui est un auteur américain que j'avais très envie de lire. L'application que vous allez consulter sur votre portable à la fin de l'émission pour regarder si vous n'avez pas raté quelque chose? Twitter. Le prochain grand média, selon vous, qui est en train de disparaître ou qui va disparaître? Ça, j'aurais du mal à vous dire. Le grand média qui va disparaître. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein, non, mais je serais ravi de vous répondre. Si vous n'avez pas de... Non, je serais ravi de vous répondre, mais là, je ne vois pas. Celui qui va s'imposer, alors ou celui qui est en train d'émerger, qui est en train de renverser un peu la table. Est-ce que c'est je trouve qu'il n'y en a pas forcément qui se... Je trouve que justement, là, ça devient un peu équilibré. Et justement, la télévision a un rôle à jouer pour s'affirmer et contrer s'opposer en adversaire avec les mêmes armes des plateformes.
Et bien, on va se quitter là-dessus. Merci, Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous d'y avoir participé, Jonathan Curiel. On rappelle que votre dernier ouvrage, La Société hystérisée, est sorti aux éditions de l'Aube en octobre dernier. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Médiasphère. Passez une excellente semaine. On va essayer du coup d'éviter la vitesse, les excès de vitesse et l'hystérie. Et c'est possible sur Radio J. À bientôt. Merci.